Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. C'est vrai que les nostalgiques, au moins les Shadocks nous faisaient sourire. Avant de commencer, je voudrais noter la mémoire courte de Monsieur Chriqui. Heureusement que Monsieur Jean-François Copé a produit hier son devoir d'inventaire sur les mandats de Monsieur Sarkozy et même de Monsieur Chirac. Ce que l'UMP reproche à M. Sarkozy d'avoir fait, ou plutôt de ne pas avoir fait, j'ai un peu l'impression que ça ressemble à ce que M. Chriqui reproche au gouvernement actuel ou à la majorité régionale. Mais revenons-en au budget régional. Quand nous avons ensemble construit notre majorité en 2010, les crises démocratiques, sociales, économiques, environnementales étaient déjà là. À l'époque, nous avions collectivement, je cite, reconnu la nécessité d'une transition de l'économie et défendu l'idée de l'accompagner. Nous avions aussi écrit que nous étions d'accord pour procéder au redéploiement progressif du budget régional du fait d'un contexte contraint. Enfin, nous souhaitions conditionner nos interventions à des critères sociaux et environnementaux. Nous avions alors, je cite toujours, pour ambition de mettre en œuvre en région une autre politique, en opposition à celle menée à l'époque par un gouvernement libéral et productiviste. Plus de 3 ans plus tard, les crises se sont aggravées, en particulier sur les plans social et démocratique. Le gouvernement a changé, mais la politique économique est restée la même. L'austérité est vue comme le remède miracle prétendu lutter contre ces crises. Cette solution, l'austérité, quantitative et non qualitative, libérale et injuste, a été le prétexte à sacrifier à l'urgence, au court-termisme, bon nombre de résolutions et de projets. Cette austérité n'a de raison d'être que dans la poursuite d'un productivisme forcené et dans la croyance d'un retour de la fameuse sacro-sainte croissance. Les outils du XXe siècle ne sont pas adaptés aux défis du XXIe. Le productivisme et la croissance du PIB mènent tous deux à l'épuisement des ressources naturelles, nous le savons, et nous conduisent droit dans le mur à l'explosion de notre système économique, de notre système social bien évidemment, et au déséquilibre profond de tous nos écosystèmes. Le gouvernement ne peut sacrifier au court terme et hypothéquer ainsi nos chances de nous adapter, d'assurer la transition dans les meilleures conditions. Notre région ne peut, même par effet domino, entrer dans la même spirale. Elle ne peut plus se contenter d'arroser là où c'est déjà mouillé et attendre, emplie d'une foi aveugle, le retour de la croissance perdue. Nous ne pouvons plus continuer à aménager l'avenir sur ces fondements. Les experts s'accordent tous à dire que le virage devra être réellement pris en 2020, sinon il sera trop tard, et 2020 c'est demain. Le budget régional et son exécution doivent s'appuyer sur ces exigences précises, tant sur le plan économique que sur le plan social et environnemental. Vous nous proposez, là je vous cite, Monsieur le Vice-président, du fait d'une conjoncture économique et sociale toujours difficile et des prévisions de ressources contraintes, de faire en sorte que notre priorité aille au renforcement des moyens sur les compétences centrales de la région, train du quotidien dans le cadre de la convention TER, formation des demandeurs d'emploi du plan 100 000 et vie lycéenne pour la réussite scolaire des élèves. Nous reconnaissons pleinement les efforts que notre région a mis en œuvre en matière de formation tout au long de la vie. Et cette année encore, nous allons renforcer à travers de ce budget nos actions et souvent pallier aussi les désengagements de l'État, en particulier dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi et de leur difficile reconversion, nous en avons parlé hier. Le volontarisme politique articulé avec l'efficacité des services peut permettre à la région d'honorer ses engagements. Les progrès très importants que nous avons effectués en 2013 montrent que la région peut être exemplaire en matière d'exécution budgétaire au service des publics les plus défavorisés. Nous attendons, non sans inquiétude, les décisions de l'État et des parlementaires, et nous y serons très attentifs. La région peut et doit être, en matière de formation, renforcée. La région a montré qu'elle en était capable. Les résultats de 2013, on les aura bientôt, mais Philippe Mérieux en a parlé hier, montreront que les crédits de la formation continue ont été consommés à 99%. Dans le domaine de la vie lycéenne, la région a, depuis de nombreuses années, prouvé l'intérêt de la décentralisation. Elle est l'échelle pertinente en la matière. De la rénovation des lycées, commencée bien avant la majorité de 2004, à la prise en charge des personnels TOS, la décentralisation a montré sa pertinence comme seule une collectivité territoriale suffisamment importante pouvait le faire,
dans un souci d'intérêt général et d'équilibre global du territoire, tout le contraire de ce que pourrait être une métropole, et en restant suffisamment proche du terrain. En préparant ce budget, pour ce qui est de la formation initiale, il a été convenu d'arrêter le prélèvement sur les fonds de réserve. Il a aussi été décidé de ne pas passer l'abattement actuel de 5 à 10% sur le fameux service restauration-hébergement, le SRH. En effet, la nécessité de répondre aux besoins énergétiques dans les lycées s'impose à la région. Et en attendant le retour sur investissement des travaux que nous menons en matière de rénovation énergétique des bâtiments, nous devons permettre aux établissements de fonctionner. J'en profite, dans ce domaine de la formation initiale, pour saluer à sa juste valeur, même si la vice-présidente n'est pas là, l'accord sur le rattrapage du régime indemnitaire des agents de lycée, enfin signé avec les organisations syndicales et que nous soutenions et réclamions depuis longtemps. Un amendement budgétaire de moins à déposer pour le groupe des écologistes. Pour ce qui est de la troisième compétence primaire, des trains du quotidien, si le budget évolue de manière significative, cela ne se traduit malheureusement pas par une augmentation de l'offre, ni une amélioration du niveau de service. Bien que la convention TER nous coûte chaque année un peu plus cher depuis 2010, pas ou peu de création de kilomètres-trains supplémentaires, ni de réouverture de lignes, ni même de gares. Pire, cette croissance substantielle du financement de la convention avec la SNCF s'accompagne d'une dégradation du service TER. Certes, cette dégradation a de nombreuses causes et on ne va pas toutes les nommer. Mais quand même, malgré les sommes importantes, la vice-présidente parle d'1 milliard d'euros en 10 ans, payés par la région à RFF à travers les péages, l'infrastructure ne cesse de se dégrader. De la même façon, sur la convention, le niveau de service rendu à périmètre constant, le niveau de service rendu aux usagers a cessé de s'améliorer et a même commencé à baisser. Je reçois encore des SMS à l'instant pour me parler des problèmes sur la ligne Lyon-Grenoble. Et comme vous le suggériez vous-même, Monsieur le Président, il est urgent que nous nous donnions les moyens de vérifier au quotidien l'application de cette convention pour pouvoir légitimement en rendre compte à nos concitoyens. Enfin, Monsieur le Vice-président, dans votre présentation du document budgétaire, vous nous dites aussi que ce budget doit permettre de garantir les moyens nécessaires au respect des 4 orientations que sont 1. Le développement économique pour l'emploi durable, 2. L'avenir de la jeunesse par la formation, 3. Les enjeux environnementaux et 4. La solidarité territoriale. Soutenir le développement de l'économie régionale et l'innovation pour l'emploi durable. En 2010, nous écrivions ensemble que nous voulions une économie créatrice d'emplois qui produit des biens et des services utiles à la société, une économie solidaire, ancrée dans le territoire, une économie respectueuse de l'environnement dont elle aura fait un atout. Je cite toujours, « Ceci supposera des mutations et des transformations de l'économie rhône-alpine. Il faut que notre économie soit une économie de fonctionnalité, une économie circulaire, tournée tout entière vers la transition. Elle sera alors prête à affronter la 3e révolution industrielle décrite par Jérémy Rifkin, comme le font déjà d'autres régions de France. Et cela se fait en encourageant la création massive d'emplois verts dans tous les domaines. » Fin de citation de notre projet de 2010. 3 ans après, nous ne pouvons nier que nous nous sommes mis au travail, mais que de chemin encore à parcourir. Certes, les freins des politiques gouvernementales ne peuvent être oubliés. Malgré des discours, l'État n'a pas commencé à faire ce qu'on appelle en bateau virer de bord. Nous-mêmes, nous avons du mal à garder le cap fixé. Quand on donne aux territoires ou aux entreprises sans conditionnalité, comme les 25 millions d'euros que vous avez votés lors de la dernière assemblée plénière pour Nano 2017, quand on dépense des sommes énormes dans un rayonnement international bien hypothétique, comme les plus de 7 millions d'euros que nous a déjà coûté notre présence à Shanghai, alors que dans le même temps, nous avons beaucoup de mal à tenir nos engagements en matière d'économie circulaire, ou d'écologie industrielle, ou d'emploi vert, ou de recherche-développement dans ces secteurs, ou encore d'agriculture biologique. Deuxième axe, la priorité à la formation et à l'emploi des jeunes. Nous avons déjà parlé de la formation initiale et de la formation continue, mais nous projetions en 2010 que tous les lycées deviendraient lycées éco-responsables sur la durée du mandat, que nous donnions comme objectif d'atteindre l'accès gratuit aux livres scolaires et aux équipements professionnels, notamment par le biais des coopératives, que nous annoncions la généralisation de la mise en œuvre des logiciels libres. Nous promettions aussi le développement de l'alimentation bleue et de la généralisation des circuits courts d'approvisionnement des lycées. Manifestement,
nous avons là aussi rencontré des freins, dans les pratiques de nos partenaires parfois, mais aussi souvent dans nos convictions et les moyens que nous décidons de mettre en œuvre pour appliquer ces projets politiques. Troisième axe, les enjeux environnementaux et la transition énergétique. Au-delà, je cite, du relèvement des défis du changement climatique et de l'énergie en Rhône-Alpes, nous avons du mal, dans un contexte certes peu propice, à susciter, ouvrez les guillemets, un effort massif en faveur des énergies renouvelables, à participer au grand plan de réhabilitation des bâtiments anciens et des logements sociaux selon le label BBC Rénovation, et à mettre en œuvre l'éco-conditionnalité ou mieux encore, l'éco-responsabilité, non seulement dans nos achats de matériel de bureau, Monsieur le Président, mais dans l'ensemble de nos interventions, que celles-ci s'adressent aux citoyens, aux entreprises ou aux collectivités. Enfin, le quatrième axe, c'était de favoriser le développement solidaire de l'ensemble du territoire. La lutte contre les fractures territoriales et sociales était le quatrième angle de notre projet de 2010. Nous ne pouvons décemment nous rendre responsables de l'aggravation de la situation en la matière. Malheureusement, toutes les études consacrent cet état de fait. Les crises, mais aussi les politiques nationales et internationales, pèsent bien sûr plus lourd dans le sens de l'aggravation de cet état de fait que nous ne pourrions nous peser dans le sens de l'amélioration. À notre échelle, comment déclinons-nous nos principes? Dans les traductions à venir des politiques de pseudo-décentralisation de l'État et de l'inégalité territoriale majeure qu'elles vont entraîner, notamment dans notre région, au regard du développement des métropoles TGV, qui laisseront peu de place, à notre avis, au territoire TER, voire au territoire tortillard. Comment traduisons-nous nos principes dans notre soutien aux pratiques de la culture, décentralisée et du plus grand nombre, plutôt que de celui des grosses structures, pas toujours élitistes, certes, mais souvent très gourmandes d'argent public au regard du nombre de citoyens bénéficiaires? Comment déclinons-nous nos principes dans la solidarité de notre région, l'une des plus riches, dans un des pays les plus riches, avec des territoires émergents ou en développement? En 2004, nous projetions de consacrer 0,7% de notre budget à la coopération décentralisée. Nous en sommes bien loin. Enfin, dernière de ces remarques, et c'est plus une anecdote personnelle, on a du mal à justifier qu'on va offrir à de nombreux jeunes lycéens d'aller passer une journée en station de ski, tout frais payé, sans condition de ressources. Quand le conseiller régional qui vous parle découvre par hasard que son propre fils pourrait en bénéficier, ça fait bizarre. Vous l'avez compris, ce débat budgétaire 2014 revêt un enjeu spécifique pour les élus du groupe Europe Écologie Les Verts. Il advient au moment où nous voulons faire le point de l'engagement de nos projets communs de 2010, où nous souhaitons et pouvons évaluer la mise en œuvre de nos délibérations et de nos budgets primitifs depuis 3 ans, et où nous voulons lancer les derniers projets engagés sous ce mandat pour en tirer un bilan à présenter au Rhône-Alpin en 2015. Depuis plusieurs semaines, nous débattons ensemble de ces sujets. Nous avons aussi proposé des amendements dont nous parlerons toute la journée pour essayer de tenir ces engagements complémentaires sur des politiques qui nous semblent emblématiques. Vous nous avez déjà apporté un certain nombre d'éléments de réponse. Nous jugerons in fine de la quantité comme de la qualité, du niveau de remplissage de la carafe comme de la qualité du cru. Merci. Merci, Monsieur Colas. Pour le Front de gauche, Madame Martin.